Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Déjà promulguée par le Conseil constitutionnel qui l'avait retoqué en écartant un pesticide contesté, la loi du plomb n'a pas fini d'alimenter et de crisper le débat. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour que soit examinée la pétition qui avait recueilli, souvenez-vous, plus de 2 millions de signatures contre le texte. Une première sous la Ve République. Alors que faut-il attendre de ce débat a posteriori? Doit-il aboutir à l'abrogation de la loi et sans autre forme de compromis, aller vers une sortie des pesticides? Pour en parler, nous avons donc invité Nathalie Oziol. Bonjour. Bonjour, députée LFI de l'Hérault. Henri Cabanel, bonjour. Bonjour. Sénateur RDSE, Rassemblement démocratique et social européen. Jérôme Despé, bonjour. Bonjour. Premier vice-président donc de la FNSEA et président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Et puis Marie Massard, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Montpellier, déléguée à la politique alimentaire et à l'agriculture urbaine. Europe Écologie Les Verts, et aussi présidente du MIN, le marché gare de Montpellier. Alors, ce débat, contre la loi du plomb, en tout cas ce débat sur la pétition contre la loi du plomb, est-ce qu'il n'est pas déjà un débat miné d'avance? En tout cas, samedi dernier, à La Rochelle, pour la 3e année consécutive, l'association Santé Environnement des opposants et des victimes des pesticides a manifesté avec le soutien des écologistes. Ils ont lancé l'appel de La Rochelle. Regardez et on en parle. Avenir, santé, environnement. Un cri d'alarme pour dire stop aux pesticides. En tête de la marche, des figures de la lutte, atteintes de cancer elles-mêmes ou ayant perdu leurs proches, comme cette fleuriste, endeuillée par la perte de son enfant. Notre petite fille est décédée le 12 mars 2022 d'un cancer suite à une exposition in utero. Malheureusement, les produits phyto nous l'ont volé. On brise des familles, on contamine des gens, on produit du malade. Donc non, il faut dire stop à tout ça aujourd'hui. Dans le cortège aussi, des centaines de citoyens anxieux. La FNSEA a fait ce qu'elle veut avec Bayer et nous on subit, voilà. Ça me met en colère parce qu'on a pensé à partir, mais on n'a pas envie de partir. C'est pas juste que ce soit à nous de quitter notre maison et notre commune. Un appel lancé pour la 3e année consécutive par l'association Avenir Santé Environnement, très soutenue par les Verts. Les manifestants réclament une convention citoyenne. C'est en faisant monter des citoyens en compétence sur un sujet qu'on arrive à avoir des propositions intéressantes. Et même si les propositions citoyennes ne sont pas forcément reprises par les dirigeants, elles ont le mérite d'exister. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, la société civile s'empare du sujet. Des tables rondes ont été organisées rassemblant médecins, citoyens, agriculteurs et politiques. Alors Jérôme Despé, quand vous voyez ça, est-ce que vous estimez aujourd'hui que les écologistes jouent un peu la surenchère, jouent sur les peurs? Non, je crois qu'il faut justement pas jouer avec les peurs. C'est des enjeux donc de société, de protection de nos concitoyens. Ce qui est dommageable, c'est que certains, effectivement, profitent de cette situation-là pour faire peur. On est producteurs, on est agriculteurs. On essaie de préserver nos productions sur l'ensemble du territoire. On est de moins en moins donc, nombreux. On importe de plus en plus. Et aujourd'hui, cette loi était pour nous vraiment une attente depuis 2 ans après des grandes mobilisations. D'abord pour permettre de ne pas avoir d'interdiction sans solution. En fait, il faut trouver donc des solutions, et c'est un vrai sujet, un vrai donc débat. Et puis permettre aussi d'aller vers des simplifications, vers la gestion donc de l'eau, vers les conditions qui nous permettent de pouvoir continuer une activité donc agricole. Marie Massard, Nathalie Oziol, une convention citoyenne sur ce sujet, c'est la bonne solution? Ce serait une très bonne chose. Je ne pense pas qu'on joue sur les peurs, puisqu'on s'appuie aussi sur des données scientifiques. Et c'est important d'avoir ce débat, et au moins, ça a le mérite de pouvoir rendre ce débat possible. Donc une convention citoyenne serait une très bonne chose. On voit la mobilisation citoyenne avec plus de 2 millions de signataires contre la loi du plomb. Il y a un sondage qui est sorti, il y a 61% des Français qui sont contre la loi du plomb aussi. Et je pense que ce qui est important, c'est pas d'opposer aussi, parce que évidemment, la situation des agriculteurs,
elle est dramatique, elle est préoccupante, que ce soit au niveau des revenus, 18% des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté, quand on voit les suicides, etc. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui, il ne faut pas la nier. Mais des solutions, il en existe, heureusement. Alors, il ne faut pas opposer, mais la bataille est lancée lors de cette manifestation. Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, regardez, disait ceci: la pétition contre la loi du plomb est le plus important mouvement social de ces derniers mois. C'est une longue bataille qui ne fait que commencer. Est-ce qu'on peut avoir un débat objectif, selon vous, Henri Cabanel, sur cette question? On aurait dû avoir un débat, et notamment nos collègues à l'Assemblée nationale auraient dû avoir ce débat. Il y a eu un débat au Sénat. Non, au Sénat, oui, il y a eu un débat sur lequel, puisque la loi est partie du Sénat, sur lequel, au début du texte, j'étais totalement opposé. Et au fur et à mesure donc, des débats, les lignes rouges qu'il ne fallait pas franchir ont été enlevées, notamment avec de nouveau la responsabilité de l'ANSES qui avait été enlevée précédemment et la réintroduction totale de l'acétamipride, puisque, je le répète, la loi du plomb réintroduisait par dérogation cette molécule, étant donné qu'elle est autorisée effectivement au niveau européen, et qu'on a une institution qui s'appelle l'ANSES, qui est à mesure donc, de délivrer donc, les autorisations de mise en marché des produits et de les retirer quand ils sont dangereux. Ils n'ont pas retiré l'acétamipride. C'est la loi qui les a retirés, donc, mais certainement pas l'ANSES. Donc est-ce que c'est une question politique, l'acétamipride et la question des pesticides dans la loi du plomb? C'est une question d'abord de santé publique, c'est une question qui concerne aussi la préservation de l'environnement, puisque l'acétamipride, ça a été la mesure emblématique de la loi du plomb, mais ce n'est pas la seule, hein, par ailleurs. Mais effectivement, on sait que c'est une molécule qui va générer des malformations de fœtus, qui augmente le taux de cancer. Et effectivement, bon, nous nous sommes battus à l'Assemblée avec la France Insoumise, avec le groupe des écologistes, etc., contre cette loi. Et cette disposition particulière a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est la totalité de la loi qu'il faut abroger. On va y revenir. Je voudrais... L'ANSES ne dit pas totalement Non, mais ça. je voudrais rectifier deux... Oui, mais il y a un principe de précaution quand même. Je voudrais rectifier deux ou trois choses. D'abord, sur le plan médical, je comprends, madame, que vous êtes sûrement médecin ou scientifique. Il n'y a aucun élément qui prouve... 1000 médecins qui le disent. Qui prouve cette difficulté... Les instituts de cancer. La Ligue contre le cancer. Ouais. Qui prouve la causalité avec l'acétamipride. Je vais être très clair. Il y a un sujet de santé publique avec l'acétamipride. Ça doit être, comme toute autre molécule, supprimée par les agences d'autorité sanitaire françaises et européennes. En l'état actuel, l'acétamipride est autorisé au niveau donc européen. Et moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est plus possible pour un agriculteur français d'avoir des surtranspositions au niveau national, alors que nos collègues européens, pour protéger des cultures, puisqu'on parle de la santé des plantes, c'est ce qu'on parle. Ce que vous dites, monsieur, c'est qu'il faut faire tout ce qui est mal fait par les autres. Non, mieux. Je ne le dis pas, je ne suis pas scientifique. S'il y a danger, dossiers d'agriculteurs et d'agricultrices, s'il y a danger, à cause de leur exposition aux pesticides. Donc vous dites aux agriculteurs, soyez exposés aux pesticides. Non, je dis, s'il y a danger, cette molécule doit être retirée au niveau européen. La seule institution qui peut retirer une autorisation de mise en marché, c'est l'ANSES, qui ne l'a jamais fait. C'est la loi aussi. On peut, quand on est législateur, on a un devoir aussi. Et on vient de vous expliquer être contre la loi du plomb, c'est protéger les agriculteurs et les agricultrices aussi. On essaie d'éviter les surtranspositions. Marie Massa. Matériellement, il y a une surtransposition. Je ne suis pas médecin, mais on peut écouter les scientifiques. Effectivement, il y a plus de 1000 scientifiques qui sont exprimés là-dessus. Tous les agriculteurs, d'ailleurs, ne sont pas unanimes sur cette question. Mais même si on n'était pas d'accord avec ça, c'est aussi le principe de précaution. Et les agriculteurs, c'est les premières victimes. Madame Massa, le principe de précaution, je veux dire, on peut le faire sur tous les domaines. Aujourd'hui, je veux dire ça parce que, je le dis, je l'ai vu dans le film. Non, mais le but, c'est les parlementaires doivent... On est dans le monde du vivant. L'agriculture, parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie, l'agriculture, c'est le monde du vivant. Il y a des animaux qu'il faut soigner.
et il y a des végétaux qu'il faut soigner. Ça s'appelle des produits phytopharmaceutiques. Il y a une biodiversité qu'il faut préserver. Voilà. Avec aujourd'hui des molécules, c'est pas moi qui les autorise. Avec des agences qui autorisent pour nous protéger. Alors, non, vous faites pression sur les parlementaires pour qu'ils ne perdent pas ces molécules. Non, je ne fais pas pression pour les si, parlementaires. Si, vous n'avez pas voulu de débat. Madame, la différence entre vous et moi, vous n'avez pas voulu de débat à l'Assemblée nationale. Vous avez déposé avec vos collègues 3500 amendements. La motion de rejet, qui a avec déposé 3500 amendements, avec 3500 amendements, avec de changer des virgules et de mettre des chiffres en lettres, s'il vous plaît, on va pas pour faire un débat. ne pas avoir le débat. Je veux dire sujet. qu'il faut ce débat. Je veux vous dire. On va en parler, laissez-moi poursuivre. Il faut ce débat. Laissez-moi poursuivre. En tout cas, le débat est étendu et c'est vrai que ce mercredi, par exemple, pour citer un exemple, dans la Manche, 2 permanences de députés qui avaient voté la loi du plomb, des LR et Renaissance, ont été tagués. Il y a eu aussi des dégradations, regardez, qui avaient déjà eu lieu donc sur les permanences de députés écologistes aussi et LFI qui étaient opposés à la loi du plomb pendant l'été à Bordeaux, par exemple. Et puis d'autres actions d'activistes écologistes ont ciblé les chambres d'agriculture comme celle de l'Hérault en août. Alors, est-ce qu'il faut renoncer dans ce cadre-là, dans ce climat de tension, est-ce qu'il faut renoncer à la réintroduction de l'acétamipride ou il faut une nouvelle loi? Non, je pense que la loi, elle a été votée et qu'il faut maintenant... Elle a été retoquée, mais est-ce qu'il faut donc réintroduire l'acétamipride comme le souhaite en tout cas? Il faut que chacun, on essaye de sortir de notre dogme. Si, parce que je pense qu'on est dans une pensée feignante, c'est-à-dire que jamais on cherche le meilleur compromis possible pour l'intérêt général. L'agriculture, c'est 3 curseurs. La santé, l'environnement et l'économie. Et il faut qu'ils soient équilibrés. S'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, patatras, il n'y a plus de rentabilité. D'abord, la loi a été promulguée. Il y aura un débat parce qu'il y a eu une pétition citoyenne. Ce débat, nous le voulons. Mais vous savez que ça ne change rien à la loi qui est promulguée. Deuxième élément sur l'acétamipride. Je veux être précis. Oui. Le Conseil constitutionnel nous demande de mieux encadrer l'utilisation de l'acétamipride sur des cultures qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative. Je pense à la betterave, je pense à la noisette et je pense à l'arboriculture. Il y a des alternatives. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un encadrement. L'acétamipride est utilisé de façon dérogatoire jusqu'en 2033 au niveau européen. Il n'y a pas de raison qu'il soit interdit dans notre pays, ça s'appelle de la distorsion. Ça implique qu'on la réintroduise. Ça implique qu'on la réintroduise. Est-ce qu'il faut y renoncer donc? Bien sûr qu'il faut y renoncer. C'est un très mauvais signal envoyé par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à la santé publique, l'environnement, même d'un point de vue économique. C'est laisser croire aux agriculteurs que c'est la solution pour eux et c'est les enfermer, au contraire, dans une dépendance aux pesticides, encore plus qu'avant. Pour moi, il faut les aider à sortir de ce système. Il faut soutenir les agences d'État comme l'OFB, l'Agence Bio, l'ADEME, pour les aider justement à sortir de ce système et pas les enfoncer. Aujourd'hui, on ne peut pas leur laisser la responsabilité. Vous parliez des alternatives très rapidement. C'est vrai qu'il en existe avec d'autres cocktails de produits, mais qu'ils ne sont pas aussi efficaces, dit aussi l'ANSES. Non, mais c'est pas vrai. Mais par exemple, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, dans une étude de 2019, dit que les alternatives aux néonicotinoïdes existent dans 96% des cas. Et dans 78% des cas, on peut déjà remplacer les néonicotinoïdes. Mais effectivement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre de l'argent. Il faut accompagner cette transition. Et même les chambres d'agriculture n'ont pas assez d'argent. Et on est en pleine discussion budgétaire. Et ben voilà, c'est exactement ça qu'il faut négocier. Par ailleurs, il y a un point dont on ne parle pas. C'est la rémunération des agriculteurs et des agricultrices. C'est un autre sujet. Mais non, c'est le cœur du sujet quand on parle des conditions. C'est déjà assez vaste. Non, mais c'est le cœur du sujet. Parce que tout ça va de pair. Et les agriculteurs et les agricultrices, ils sont exposés aux pesticides, mais ils vivent mal en plus. Parce que précisément, ils ne sont pas accompagnés dans leur agriculture. Effectivement, il ne faut pas donner la responsabilité aux agriculteurs, ni même aux mangeurs. C'est-à-dire parce que tout ça est lié, évidemment, le prix qu'on achète. Très bien, mais aujourd'hui, les agriculteurs manifestent. Aujourd'hui, vendredi, les agriculteurs ont manifesté partout en France, y compris en Occitanie, contre aussi l'étranglement de cette loi du plomb et des promesses qui ont été faites. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Je comprends que les agriculteurs français veuillent avoir les mêmes règles que leurs concurrents directs que sont les Européens. En termes viticoles, nos concurrents directs sont les Italiens et les Espagnols, qui, eux,
peuvent employer donc tout un tas de produits autorisés par l'EFSA, donc l'agence européenne, et interdits en France. C'est tout à fait logique que l'agriculteur veuille jouer avec les mêmes règles que ses concurrents. Alors, on va essayer d'avancer, si vous le Tous voulez les bien. agriculteurs ne pensent pas la même chose. Faut-il aller toutes les normes, être dans le moins disant. Mais non, mais il faut avoir une méthode. La méthode, elle consiste à quoi? Il y a une institution qui délivre des autorisations de mise en marché, où on leur fait confiance à travers la loi qu'on a instaurée pour leur donner la responsabilité, ou on ne leur fait pas confiance. Nous, parlementaires, et je suis comme Jérôme et comme madame, moi je ne suis pas scientifique. Alors, je me fie à l'ANSES. Alors, on va revenir sur cette étude Pestirive, donc sur les pesticides, qui ravive justement aussi les inquiétudes dans le cadre de ce débat. Cette étude lancée en 2021 a été publiée donc le 15 septembre. Et réalisé par Santé publique France et l'ANSES, l'agence sanitaire donc, dont on parle. Écoutez d'abord ce témoignage d'une riveraine voisine de Vignoble à Villaudric, en Haute-Garonne. Armelle Benjaouadou n'ose pas toujours étendre son linge à l'extérieur, car les vignes qui longent sa parcelle sont régulièrement traitées. Et elle s'inquiète des résidus de pesticides qu'elle pourrait respirer ou manipuler. La vigne est belle. Sauf que effectivement, à un certain moment, il y a des traitements qui sont voilà, la vigne est traitée, quoi. La vigne est traitée et il y a de nombreux traitements. Et en réalité, on n'en connaît pas, on ne sait pas par quoi et on ne sait pas ni par quoi ni comment et quelles sont les incidences sur notre santé. Alors, pour résumer, 4% de la population française, donc ceux qui vivent à moins de 200 mètres des parcelles de vignoble, est exposée aux pesticides, donc en zone viticole, mais aucun lien donc, de cause à effet entre cette exposition et des problèmes de santé est fait. Alors, est-ce que cette étude est rassurante ? Non, il y a quand même une corrélation entre l'augmentation de certaines pathologies et le fait d'habiter près de vignes. Cette étude-là, d'ailleurs, dont le gouvernement retarde la publication parce que précisément ça ne va pas dans le sens qu'ils espèrent, confirme les craintes qu'il peut y avoir. Les résultats ont été publiés le 15 septembre. Oui, mais elle devait paraître il y a un an. En fait, ça concerne, enfin, je veux dire, on peut comprendre que les gens, il y a peut-être un doute, mais peut-être pas que cette molécule puisse impacter votre santé. Mais on va l'utiliser du coup. Évidemment que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Madame la députée, je regrette vraiment que vous ne connaissiez pas les sujets. Mais qu'est-ce que vous dites? Parce que, on parle de quoi depuis parce que Pestirive, c'est une étude qui a été demandée, auquel d'ailleurs la profession a participé. La profession de quoi? Rapidement, s'il vous plaît. Les agriculteurs pour ouvrir nos exploitations. Est-ce que ces résultats sont rassurants? Ce que je veux dire, c'est que ces résultats, ils disent que là où il y a des riverains et là il y a de la vigne. Là où il y a de la vigne, il y a plus d'exposition. Ils disent ça. L'étude ne dit pas que les taux d'imprégnation qu'il y a des liens avec des conséquences sur la santé. Vous êtes d'accord, Marie? Quand vous dites à Bernard Morel, agriculteur à la retraite, que son cancer des cellules du sang reconnu comme maladie professionnelle, jouer avec les peurs. Vous dites aussi il y a un lien entre les pesticides et les risques, notamment de cancer. Maintenant, c'est déclaré par beaucoup de scientifiques quand même. On a tous autour de nous quelqu'un qui a été victime du cancer. On ne peut plus nier ça, que ce soit dans l'alimentation. Et les premières victimes, ce sont les agriculteurs parce que ce sont eux qui manipulent les produits. Ensuite, ce sont ceux qui habitent à proximité, en priorité les enfants, les femmes enceintes. On sait que ça a des conséquences sur les troubles du comportement notamment, et que ça a des conséquences dramatiques sur les maladies et les maladies professionnelles. Et enfin, il y a les mangeurs, ceux qui mangent ces produits avec les pesticides, qui sont aussi victimes de ça, avec des risques de cancer et de plein d'autres maladies. Et qui menait la mission justement sur l'avenir de la viticulture. Je pense qu'il faut que les agriculteurs, et notamment les viticulteurs, dans ce cadre donc, de cette étude, prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent un petit peu plus d'efforts pour essayer de trouver des solutions pour employer moins de pesticides. Sachant que les pesticides employés sont pour du vivant, donc pouvoir protéger une plante. Il y a des solutions. Il y a des solutions, notamment à travers la vigne. Et par rapport donc aux habitations, il y a donc les cépages résistants, par exemple, qui permettent effectivement de diviser par 3 ou par 4 le nombre d'intrants. Ça, c'est une chose. L'IA et la Chambre d'agriculture de l'Hérault y avait participé, une charte qui prévient les riverains. La prévention des riverains, les distances de sécurité, on connaît tout ça. Parce que ça soit clair, un viticulteur, quel qu'il soit, s'il traite un samedi après-midi à côté des habitations, c'est quelqu'un d'inconscient.
Alors, vous parliez de l'utilisation des pesticides. Je vous montre juste cette carte et on en parle. Cette carte donc des achats de substances par département. 63 914 tonnes de pesticides ont été achetées en 2023. L'Hérault est 8e et l'Aude 9e dans le top 10 des départements qui en achètent le plus. Le Gard est 13e. Et sur les 30 substances les plus achetées en France, le soufre pour pulvérisation en première position et le glyphosate en deuxième position. Je voudrais juste dire une chose. Le but pour nous, c'est d'être beaucoup moins dépendant de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Je le dis ça et on y a travaillé. Je vais vous donner 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est qu'il y a 21% des surfaces en viticulture qui sont en agriculture biologique. Pour être en agriculture biologique, il faut plus traiter avec des produits biocontrôle. Référence à votre étude, notamment lorsque vous évoquez le soufre, et je peux parler du cuivre aussi, auquel on est en train de retirer la moitié. Donc, le soufre utilisé aussi dans l'agriculture biologique. Et le soufre utilisé parce que c'est le seul aujourd'hui qui est homologué en agriculture biologique. 88% des exploitations sont en certification environnementale. Donc, l'agriculture 88% en certification. Donc, les efforts, mais bien sûr qu'on doit continuer, les éléments de durabilité. Mais il faut aussi qu'on nous trouve des alternatives. Moi, je le dis dans le département de l'Hérault, on a fait avec le département pour éliminer un insecticide dans la lutte des vers de grappe, avec la confusion sexuelle. Donc, pas d'interdiction sous alternative. Mais vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Ozziol? Moi j'ai dit, je pense qu'il y a des modèles qui existent et qu'on est en train de parler de quel modèle agricole on veut exactement. Je voudrais quand même dire un mot, le 27 novembre, c'est le jour de la niche parlementaire de la France Insoumise, c'est-à-dire le jour où on peut décider de quel texte on étudie. Nous avons annoncé d'ores et déjà que nous déposerions une loi pour abroger toute la loi du plomb. Et également une loi pour suspendre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui est en ce moment même discuté et probablement voté, ratifié par Ursula von der Leyen avec le soutien d'Emmanuel Macron. Parce qu'il faut être cohérent. Effectivement, il y a une concurrence déloyale quand, à l'autre bout de la planète, on peut mettre de l'acétamipride dans des noisettes et les importer ensuite, par exemple, dans le Nutella qu'on consomme. Eh bien, nous, contrairement à ce qui a été dit ici, nous ne voulons pas réduire nos normes pour être dans le moins-disant. Nous voulons, au contraire, protéger. C'est une question de souveraineté alimentaire. Nous voulons protéger à la fois les agriculteurs en les rémunérant correctement, mais aussi ce qu'ils produisent, et donc protéger ce qui se trouve dans les assiettes des consommateurs à la fin. L'idée, c'est pas de trouver une alternative. Les écologistes aussi ont déposé une proposition de loi dans le même sens, l'abrogation. Oui, tout à fait, pour l'abrogation. Cette abrogation pour les agriculteurs, elle est inacceptable. Non, mais c'est impensable parce qu'il faut protéger nos moyens de production et notre souveraineté alimentaire. Là, je viens d'en parler. Aujourd'hui, mais non, parce qu'aujourd'hui, on a un poulet sur 2 qui rentre du Brésil et d'Ukraine. On a 60% de nos fruits qui rentrent d'ailleurs. Et donc, il y a 40% de maraîchage qui rentrent donc d'ailleurs. Et ces produits rentrent dans des conditions qui ne sont pas celles qui sont exigées aux agriculteurs français et européens. N'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas. Et moi, ce que je dis, il y a des règles au niveau européen. Ces règles doivent s'appliquer. Le contrôle aux frontières doit être donc mené parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pensez aux revenus des agriculteurs. Tout à fait, mais on perd nos moyens de production parce qu'on n'arrive plus à produire. Mais ça, climat, vous n'êtes pas cohérent. Vous êtes incohérent. Les agriculteurs, c'est les premiers victimes. Et moyens de production parce qu'on n'arrive plus à protéger donc nos cultures. Et pendant ce temps, vous regardez les produits d'ailleurs rentrer. Je viens de dire l'inverse. Rentrer. Exactement l'inverse. On a un point d'accord. On a un point d'accord qui est celui que nous sommes totalement opposés au Mercosur. On a des contextes internationaux qui sont particulièrement donc difficiles et c'est plus acceptable pour les agriculteurs. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut suspendre les accords. Est-ce qu'aujourd'hui le plan phyto, le plan éco-phyto 2030, le 3e plan éco-phyto qui a pour objectif de réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2030, est-ce suffisant? En fait, bon, c'est l'Europe, par exemple, qui a proposé la réintroduction du glyphosate pour 10 ans. Donc, si vous voulez, à la fin, en fait, la somme des choses qui, en ce moment, pèsent dans la qualité de l'agriculture vient de ces choses qui sont dictées par les politiques agricoles européennes. De réduire de 50%. Il aurait fallu le maintenir. Là, on a changé les indicateurs, ce qui relève, en fait, comme si on cassait le thermomètre en voyant la fièvre. Donc ça, déjà, il faut
Il faut arrêter ça, il faut le remettre, et c'est tout un contrat social qu'il faut revoir avec les agriculteurs. La solution, c'est pas de remplacer un pesticide par autre chose pour pouvoir garder la rentabilité. Bien sûr que le revenu des agriculteurs est une préoccupation forte. Les suicides, la crise climatique, c'est les premières victimes de tout ça. Il y a eu un contrat social qui a été demandé aux agriculteurs au sorties de la guerre, c'est d'être plus productifs, donc de rentrer dans une industrialisation qui n'a pas été simple pour eux, mais ils ont rempli ce contrat social. Aujourd'hui, on devrait être complètement à l'inverse, et c'est les pouvoirs publics qui devraient se saisir de cette question. C'est pas aux agriculteurs de trouver 1 minute 15 avant la fin de l'émission. Je pense que le plan Ecophyto correspond tout à fait à ce que nous voulons impulser dans une meilleure gestion donc des agriculteurs et leurs produits phyto. C'est préserver la santé, c'est soutenir les performances économiques et environnementales, et c'est surtout maintenir un haut niveau de protection des cultures. Merci, merci. Alors peut-être que cette décision va mettre tout le monde d'accord. C'est l'État qui a été sommé par la justice, saisi par des ONG, pour faire donc réévaluer plusieurs dizaines d'autorisations de mise sur le marché donc, de pesticides. C'est une décision historique, alors peut-être que ça rebat les cartes. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu, merci d'avoir débattu sur ce sujet très vaste. Merci à vous d'être restés avec nous. Très bon dimanche.